Bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus ce soir. Je vous salue déjà et vous remercie d'être là au nom du POP vaudois, du Parti ouvrier et populaire, qui a co-organisé cette conférence, où on a la chance d'accueillir Salim Lamrani qui va nous donner ses éclairages sur l'histoire et l'actualité de Cuba. Donc vous savez que pour notre parti, les luttes pour l'autodétermination des peuples contre l'impérialisme ont toujours été un élément central de nos combats. Aujourd'hui, évidemment, ça se concrétise assez majoritairement par la lutte contre le génocide qui se passe en cours à Gaza, mais ça ne veut pas dire que tous les autres combats sont abandonnés. Et aujourd'hui, je suis particulièrement content qu'on puisse réaborder avec vous un combat que le parti mène aussi depuis longtemps, qui est celui de la solidarité avec Cuba. Donc merci à Salim de venir nous voir et de nous parler de ton expertise sur la question cubaine. Et avant de te passer la parole, je vais passer la parole au camarade Michel pour l'association Suisse-Cuba, qui a aussi 2-3 mots à nous dire. Mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup de votre présence. Je remercie aussi le Parti ouvrier populaire d'avoir co-organisé cette séance. Et dans cette période extrêmement difficile, où on a plein d'informations qui sont tronquées par la presse la grande presse, qui publie plein d'articles provenant des agences de presse internationales, et particulièrement américaines, états-uniennes, et bien malheureusement, on a une vision qui est vraiment fausse de ce qui se passe, non seulement en Amérique, non seulement à Cuba, mais en Amérique du Sud aussi. Alors, il y a 2 ans en arrière, on a eu la chance d'avoir Salim Lamrani, et il y a eu tellement de bons échos que on s'est décidé de réorganiser une série de conférences. Il y en a eu une à Genève l'autre jour, hier soir, une à Lausanne aujourd'hui, et demain à Yverdon. Et pour tous ceux qui n'arriveront... Alors, je peux vous dire que c'est un bon pédagogue. Hein, quand il parle, on comprend ce qu'il veut dire, malgré son langage universitaire qui est compréhensible par tout le monde. Mais, en plus de ça, il parle très vite. Donc, si vous avez des difficultés... Il donne beaucoup d'informations. J'ai eu des difficultés. Venez demain soir à Yverdon, parce qu'il recommence. Et vous pouvez voir s'il dit la même chose. Ça se tient. Voilà. Je me suis permis d'amener un petit fascicule avec les possibilités de nous aider. Parce qu'actuellement, j'ai demandé à Myriam, qui est présidente de la section lausannoise, de nous parler de l'action qui se mène actuellement au niveau de la récolte de médicaments. Et voilà, il nous faut beaucoup d'argent. On a besoin de 6 à 10 000 francs par container pour envoyer on envoie aussi des valises solidaires. Elle vous appartient. Je salue l'arrivée de Juan, magnifique. Et vous avez différentes façons de nous aider, soit simplement documentant, en recevant notre petit document d'information qui s'appelle Soleil de Cuba. Gracieusement, vous le recevez. Une aide qui serait conséquente et qui serait très réjouissante pour nous, c'est que vous deveniez mort. Ça coûte 35 francs par année. Exceptionnellement, ce soir, on fait une action en faveur de 20 francs par personne pour être mort. Voilà, on organise aussi on donne aussi la possibilité aux gens qui vont en vacances à Cuba d'être conseillés par quelqu'un qui le fait gracieusement. C'est important parce que chaque fois qu'on peut passer une valise solidaire, et dans cette salle il y a Rwanda, il y a Myriam, qui ont envoyé des valises, lorsqu'elles ont été à Cuba, ont pris des vacances aussi, mais des valises pleines de médicaments. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Vous avez un petit bulletin, des petites inscriptions ici dessous. Je vais vous rappeler combien vous êtes, et puis à la sortie, je verrai ce qu'on parle. Non, chacun est libre de faire ce qu'il veut.
Euh, vous avez ici des t-shirts. Alors, tout est à 10 francs. Tout est à 10 francs, sauf le t-shirt à 25 francs. J'aime Cuba. Ceux qui n'aiment pas Cuba, levez la main, s'il vous plaît. Allez, ça va. Tu n'aimes pas la main, ça va. Voilà. Et puis, il y a aussi 2 bouquins. Un sur les 50 ans de l'association. Et puis un autre qui est intéressant, c'est celui en rouge, qui traite des difficultés qu'on a en Suisse par rapport aux lois extraterritoriales états-uniennes, où vraiment on nous empêche d'envoyer de l'argent à Cuba, on nous empêche de transférer de l'argent en Suisse quand le mot Cuba figure sur votre bulletin de versement, la banque tout bloque. Il faut le savoir. C'est la même chose. Alors, je salue la présence de notre ami du CUP, du collectif Urgence Palestine, parce qu'ils sont. Alors, eux, ils savent ce que c'est qu'un boycott. Hein. Voilà, merci beaucoup. Lucas, si vous voulez encore un petit moment la parole pour expliquer le truc, c'est magnifique. Ah, voilà, pardon. Voilà, depuis le mois d'octobre l'année passée, nous avons lancé dans notre section une campagne qui s'appelle Donner des médicaments, donner de la vie, qui s'est ensuite étendue dans toute la région, tous les comités de Verdon, Lausanne. Et effectivement, on récolte des médicaments qui sont après envoyés dans les valises solidaires dont Michel parlait. Et on reçoit aussi des donations plus importantes avec voilà, des matériels importants qui partent dans des conteneurs, mais nous, on y va aux soins spécifiques pour aider aux familles sur Cuba et aussi aux centres hospitaliers. Donc, la question c'est que le voyageur qui souhaite collaborer avec nous, être solidaire avec Cuba, il peut venir vers nous et puis nous dire, bah voilà, je suis d'accord d'amener une valise. Et puis à ce moment-là, nous, on lui paye la valise et il y a une personne sur place qui va l'attendre à l'aéroport de Cuba pour récupérer la valise qui sera après amenée dans un centre hospitalier. Et ça c'est voilà, d'un côté. L'autre côté, c'est que je fais un appel à vous, à votre solidarité. On a toujours des médicaments dans notre pharmacie qui nous ont été prescrits et on ne les finit jamais ou on ne prend pas. Faites passer la voix s'il vous plaît. Et vous pouvez, il y a nos coordonnées, vous pouvez ensuite prendre contact avec nous, on les prend très volontiers. Récemment, nous avons fait un repas solidaire et puis on en a récolté une partie, mais il nous en faut toujours. Il y a une carence vraiment, vraiment importante de médicaments à Cuba. Donc, je vous remercie à tous et puis j'espère vous voir bientôt. Et avoir de vos nouvelles. Merci beaucoup. Alors, je rajoute une chose, c'est que Myriam est présidente de la section de Lausanne. Elle fait un très grand travail avec son comité. Et vous avez au dos des activités qui vont se faire prochainement. Il y en a une la prochaine, c'est le 21 mai. C'est une personne handicapée qui a fait son chemin et on montre avec ce film l'intérêt qu'il y a à Cuba pour les gens handicapés. Hein. Voilà. Donc c'est le 21 mai. Oui, vous êtes tous cordialement invités. Tous, hein. Tous. Oui. Merci Lucas. Merci beaucoup. Et il est parti. Ben, c'est la pause. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Parfait. À toi Salim, vas-y. Merci Lucas, bonsoir à vous. Bienvenue à la Maison du Peuple. Tout d'abord, je tiens à remercier Michel Fleury pour son aimable invitation. C'est lui qui a organisé cette petite tournée en Suisse. C'est toujours un plaisir de revenir parmi vous. Je remercie Lucas et le Parti ouvrier populaire pour l'organisation de cette conférence ici à Lausanne. Comme vous le savez, les relations entre Cuba et les États-Unis sont marquées par un conflit
je dirais, asymétrique et unilatérale. Et pour en comprendre les causes profondes, il convient de remonter au XIXe siècle. En 1805, le troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson, soulignait l'importance stratégique de Cuba. Il insistait sur le fait qu'il fallait ajouter ce territoire à l'Union américaine. Bien entendu, les Cubains avaient d'autres aspirations que d'intégrer cette union. Thomas Jefferson avait même ajouté « La conquête serait facile ». À l'époque, Cuba était une colonie espagnole. Quelques années plus tard, en 1823, John Quincy Adams, qui était alors secrétaire d'État et qui deviendrait par la suite président des États-Unis, a élaboré la fameuse théorie du fruit mûr. Et il expliquait qu'il existait les lois de gravitation physique, que l'on connaît tous, mais qu'il existait également les lois de gravitation politique. Il expliquait qu'au fil du temps, en raison du lien non naturel entre Cuba et l'Espagne, tôt ou tard, l'île finirait par tomber dans l'escarcelle états-unienne, avec le développement du commerce entre les deux pays. La dépendance serait telle que le territoire cubain intégrerait cette union. Durant la première moitié du XIXe siècle, les États-Unis ont tenté d'acheter Cuba à l'Espagne il n'y a pas moins de 6 reprises. La dernière offre avait été formulée par le président Pierce en 1851. Il avait offert 130 millions de dollars pour acquérir Cuba. Les Cubains, encore une fois, aspiraient à un futur indépendant, à une existence souveraine. Et c'est la raison pour laquelle, quelques années plus tard, en 1868, Carlos Manuel de Céspedes, le père de la patrie, lance le premier mouvement émancipateur, lance la première guerre d'indépendance qui va durer une dizaine d'années. Le premier acte politique de Cuba en tant que nation indépendante est d'abolir l'esclavage, suivant ainsi l'exemple professé par Toussaint Louverture et Haïti, les deux seules nations d'Amérique latine qui ont fait de l'abolition de l'esclavage le premier acte politique de leur existence républicaine. Ça a été Haïti, première nation à être indépendante, et Cuba, dernière nation du continent à obtenir son indépendance. Guerre de 10 ans qui se solde malheureusement par un échec en raison des divisions qui minaient les différentes factions indépendantistes. Elle se solde, cette guerre, par le fameux pacte de San Juan en 1878, une paix sans indépendance et sans liberté pour les esclaves. Va émerger ensuite une figure importante dans l'histoire de Cuba, José Martí, né en 1853, qui avait suivi de manière extrêmement minutieuse le premier mouvement émancipateur de 1868 et en avait analysé les causes profondes. Il avait compris que la principale raison de l'échec de la guerre de 10 ans était la division, le manque d'union au sein des forces patriotiques. Et c'est la raison pour laquelle l'une de ses premières actions va consister à fédérer tous les Cubains de bonne volonté au sein d'une même structure qu'il va appeler le Parti révolutionnaire cubain. Pour comprendre pourquoi il n'y a qu'un parti aujourd'hui à Cuba, le Parti communiste cubain, il faut remonter à 1891 et la fondation de ce Parti révolutionnaire cubain, dont le PCC actuel est l'héritier. José Martí, après avoir fédéré
tous les éléments favorables à la liberté, décide de lancer ce qu'il va appeler la guerre nécessaire en 1895. Il convient de rappeler que durant la première guerre d'indépendance, celle de 10 ans, de 1868 à 1878, les États-Unis ont apporté un soutien résolu à l'Espagne, un soutien politique et militaire à l'Espagne, s'opposant à l'aspiration indépendantiste du peuple cubain. Durant la seconde guerre d'indépendance, qui va durer 3 ans, jusqu'en 1898, où les Cubains remportent bataille sur bataille, où le colonialisme espagnol moribond voit ses jours comptés, au moment où le peuple insurgé se trouve sur le point de récolter les fruits de 30 années de lutte, les États-Unis interviennent militairement pour empêcher les Cubains d'accéder à l'indépendance. Ils occupent militairement le territoire. Leonard Wood en devient le gouverneur général, frustrant ainsi l'aspiration de tout un peuple. Les Cubains vont garder en mémoire cet affront, cette intervention contre leur liberté et contre leur droit à l'autodétermination. Pendant cette occupation militaire, les anciennes autorités qui étaient du côté de la couronne espagnole sont recyclées et occupent les principales positions au sein de l'administration publique. Les Mambises, les héros de la première et de la seconde guerre d'indépendance sont relégués à un rang subalterne. Néanmoins, une élection a lieu. Une assemblée constituante se réunit pour adopter un nouveau texte constitutionnel sous occupation militaire. Lorsque cette nouvelle constitution voit le jour, les États-Unis décident d'imposer un amendement, le fameux amendement Platt. Que stipule cet amendement? C'est un texte relativement court qui réduit en miettes toute notion d'indépendance, de souveraineté, de liberté et de dignité pour le peuple cubain. L'amendement Platt stipule entre autres que les États-Unis s'arrogent le droit d'intervenir à tout moment dans les affaires internes de Cuba. Deuxième aspect, Cuba, en tant que nation supposément indépendante, ne peut signer aucun accord, quelle que soit sa nature, avec une nation étrangère sans l'autorisation des États-Unis. Troisième point, qui est connu de toutes et de tous, Cuba se trouve dans l'obligation de louer une partie de son territoire national aux États-Unis pour que ceux-ci puissent y établir une base militaire, la fameuse base navale de Guantanamo, qui deviendrait tristement célèbre au début des années 2000, après que les États-Unis l'ont transformée en centre international de torture. Que stipulait ce contrat concernant la base navale de Guantanamo? Cuba devait louer cette base pour une durée de 99 ans, renouvelable indéfiniment à partir du moment où l'une des deux parties est d'accord pour renouveler l'accord, pour la somme dérisoire de $4000 par an. Vous imaginez ce que cela supposait pour les Cubains. Bien entendu, lorsque les membres de l'Assemblée constituante découvrent ce texte, le premier mouvement unanime est un mouvement de rejet, puisque, notamment, ce texte avait été dénoncé par l'éminent avocat Juan Gualberto Gómez, qui avait dit « Mais attendez, en adoptant l'amendement Platt, on permet aux États-Unis d'entrer chez nous quand ils veulent, sans donner d'explication et d'y faire ce qu'ils souhaitent. » Mais les États-Unis
ont imposé un ultimatum aux Cubains. Soit une république néocoloniale avec l'amendement Platt, soit une république imparfaite, telle qu'il l'a qualifiée dans un euphémisme qui essayait d'occulter la réalité, soit pas de république du tout et une occupation militaire indéfinie. Après un débat virulent au sein de l'Assemblée constituante, une courte majorité, 16 voix pour et 11 contre, décide d'intégrer ce fameux amendement Platt. Et à ce moment-là naissait la République néocoloniale de Cuba. Par le premier président va être Tomás Estrada Palma, qui avait la nationalité états-unienne, qui avait vécu 30 ans aux États-Unis et qui, au moment de l'élection, se trouvait physiquement aux États-Unis. C'était un annexionniste convaincu, puisqu'il a dit lui-même « Je ne conçois pas le futur de Cuba sans un lien étroit avec les États-Unis. » Et qui dit lien étroit avec les États-Unis dit forcément lien asymétrique, parce qu'on ne peut pas avoir de lien symétrique, de lien d'égal à égal avec une puissance telle que les États-Unis. Quelle va être la réalité de la nouvelle Cuba, de la République néocoloniale? Eh bien, des gouvernements faibles, des gouvernements instables, sans aucun pouvoir, soumis aux desiderata de Washington, et rapidement, les États-Unis vont intervenir militairement. En 1903, en 1906, en 1909, en 1912, en 1917. Et chaque intervention militaire va être perçue par les Cubains comme un affront, comme une humiliation, comme une meurtrissure, comme une blessure, rappelant le caractère imparfait de leur souveraineté. Il est une anecdote qui permet d'illustrer ce qu'était la Cuba pré-révolutionnaire, la Cuba qui va expliquer pourquoi il va y avoir un 1er janvier 1959, pourquoi il va y avoir avant un 26 juillet 1953. En 1920, le président des États-Unis, Woodrow Wilson, décide d'envoyer un représentant spécial dans l'île, Enoch Crowder, sans en informer, sans daigner en informer, le président cubain de l'époque, Manuel García Menocal. Lorsque Manuel García Menocal découvre qu'un émissaire états-unien envoyé par son homologue est sur le point d'arriver dans l'île, sans qu'il le sache, il s'en émeut dans un courrier diplomatique et demande des explications à Wilson. Quelle a été la réponse écrite de Wilson? Je la cite textuellement. Le président des États-Unis ne considère pas nécessaire d'obtenir l'autorisation préalable du président de Cuba pour envoyer un émissaire spécial dans l'île. Telle était la Cuba pré-révolutionnaire, où les États-Unis pouvaient humilier dans un courrier diplomatique officiel le premier magistrat de la nation cubaine. Et cette humiliation va rester dans la mémoire collective du peuple cubain. Et cela va expliquer, encore une fois, pourquoi il y aura un 1er janvier 1959. Par la suite, quelques années plus tard, lorsque le peuple cubain se rebelle en 1933 contre la dictature de Gerardo Machado, les États-Unis, une nouvelle fois, vont intervenir par le biais de Sumner Welles, leur ambassadeur, pour mettre un terme à ce mouvement qui exigeait souveraineté nationale et justice sociale. Va émerger une figure qui va occuper le panorama politique de Cuba pendant près de 3 décennies, celle d'un sergent qui, du jour au lendemain, va devenir colonel puis général, qui d'abord va se présenter comme étant le défenseur des aspirations populaires pour trahir, quelques heures après, dans les bureaux de l'ambassade des États-Unis, son engagement auprès du peuple. Fulgencio Batista. Fulgencio Batista va se présenter comme étant le fidèle défenseur des intérêts états-uniens. Et c'est la raison pour laquelle, en 1934, nous assistons à l'abolition de l'amendement Platt, sauf pour ce qui concerne
la base navale de Guantanamo. Les États-Unis se rendent compte que l'amendement Platt est désormais un outil obsolète qui suscite la controverse, le rejet unanime à Cuba et l'hostilité de plus en plus forte en Amérique latine. Et un outil en définitive inefficace. Et décide donc d'opter pour ce changement de doctrine. Désormais, ce sera un homme fort qui défendra les intérêts des États-Unis à Cuba. Les intérêts des États-Unis à Cuba qui vont bien entendu à l'encontre des intérêts du peuple cubain. Fulgencio Batista va gouverner le pays pendant près d'une décennie, en coulisses, nommant, faisant et défaisant les gouvernements, jusqu'en 1940 où une nouvelle constitution voit le jour et Batista est élu président de la République. Il gouverne pendant 4 ans, son régime est marqué par la corruption, puis en 1944, lui succèdent 2 gouvernements du Parti authentique, Ramón Grau San Martín, qui était l'un des leaders de la révolution, l'une des figures de la révolution de 1933, mais qui va s'embourgeoiser et devenir un protecteur des intérêts établis, un défenseur des hiérarchies sociales existantes. Ces 2 gouvernements authentiques, de 1944 à 1952, sont des gouvernements gangrénés par la corruption qui ne répondent pas aux intérêts fondamentaux du peuple cubain. En 1952, des élections ont lieu, des élections présidentielles et législatives, auxquelles un jeune sénateur, un jeune candidat pour devenir sénateur va émerger, Fidel Castro. Néanmoins, ces élections ne vont jamais avoir lieu puisque Batista revient sur le devant de la scène et organise avec le soutien rapide des États-Unis un coup d'État militaire et va instaurer un régime dictatorial qui va durer jusqu'au 31 décembre 1958. Fidel Castro, qui voit sa candidature annulée, il avait une ambition sénatoriale, décide d'abord de présenter un recours devant le tribunal suprême. Mais c'était un tribunal à la solde du nouveau régime et l'initiative est inutile. Il comprend rapidement que seule la voie des armes permettra de réaliser le rêve de José Martí, l'aspiration du peuple cubain. Le 26 juillet 1953, à la tête d'une troupe de 130 personnes, principalement des ouvriers et des étudiants, il décide de lancer une attaque contre la caserne Moncada à Santiago de Cuba, qui est alors la 2e forteresse militaire du pays. L'initiative est un échec opérationnel, puisque la plupart des assaillants perdent la vie au combat ou sont arrêtés, brutalement torturés et assassinés par les sbires du régime batistien. En revanche, c'est un succès politique, parce que le peuple cubain est impressionné par l'initiative de cette jeunesse qui est prête à s'immoler pour défendre un idéal. Fidel Castro survit de façon miraculeuse, puisque un sergent ayant un certain sens de l'honneur, Pedro Sarria, refuse d'obéir aux ordres qui étaient de liquider tous les assaillants et le fait prisonnier. Le régime se voit contraint de le juger et le condamne à 15 ans de prison. C'est d'ailleurs à cette occasion que Fidel Castro, qui était avocat de formation et de profession, va assumer sa propre défense et va révéler, effectuer son plaidoyer, qui est à la fois un plaidoyer et un réquisitoire, qui porte le nom de l'histoire Maquitra, où il adopte une défense de rupture, celle qui a été d'ailleurs utilisée par un éminent avocat réunionnais pendant la guerre d'Algérie, qui consiste à asseoir sur le banc des accusés les responsables de la situation, à savoir
le régime dictatorial de Fulgencio Batista. Au bout de 2 ans, Batista, qui se sent fort et qui souhaite nettoyer son image, décide de procéder à une amnistie politique et de libérer Fidel Castro et ses camarades qui croupissaient dans les geôles du régime. Fidel Castro décide alors de s'exiler au Mexique, où il y fait la rencontre de Che Guevara, et d'organiser une expédition armée pour débarquer quelque temps plus tard à Cuba. Il comprend que seule la guerre de guérilla permettra de briser la colonne vertébrale du régime qui était l'armée régulière. Le 2 décembre 1956, après une préparation de plusieurs mois dans des conditions d'extrême adversité au Mexique, le Mexique a toujours été une terre d'accueil pour les exilés latino-américains et cubains. Fidel Castro donc débarque à Cuba, dans la région orientale du pays, dans une petite plage, crique, la plage de Las Coloradas. Pareil, le débarquement est un échec puisqu'ils sont surpris par l'aviation de Batista. Les révolutionnaires, qui sont 81 au total, sont éparpillés, mais une petite troupe réussit à se retrouver dans les montagnes de la Sierra Maestra. Et là débute une guerre de guérilla, une guerre asymétrique qui va durer 25 mois. Et les troupes de Fidel Castro vont bénéficier du soutien unanime de la population paysanne, qui est la première victime du régime inique batistien. Que vont faire les États-Unis durant la guerre de libération nationale? Ils vont soutenir résolument le régime batistien jusqu'aux ultimes instants. Le 23 décembre 1958, c'est-à-dire une semaine avant l'avènement de la révolution cubaine, a lieu une réunion du Conseil de sécurité nationale des États-Unis et Alan Dulles, directeur de la CIA, déclare, je cite, « Nous devons empêcher la victoire de Castro ». Rappelons qu'à l'époque, il n'y avait absolument aucun lien entre l'Union soviétique et le mouvement 26 juillet de Fidel Castro. Nous allons voir que le cadre de la guerre froide est totalement dénué de fondement pour expliquer le conflit qui oppose les États-Unis à Cuba. 1er janvier 1959, avènement de la révolution cubaine, les révolutionnaires prennent le pouvoir, Fulgencio Batista s'enfuit en République dominicaine, l'élite batistienne est accueillie à bras ouverts par les États-Unis et l'administration Eisenhower se montre immédiatement hostile au nouveau régime qui était dans sa composition le premier gouvernement dirigé par le juge conservateur bourgeois de Manuel Urrutia était relativement modéré. Il n'y avait pas un seul communiste au sein de ce gouvernement. Fidel Castro n'occupait qu'une modeste fonction qui était celle de ministre des Forces armées. Mais les États-Unis vont exprimer une hostilité immédiate. Tout d'abord, en accueillant, je le disais, à bras ouverts, les tortionnaires et les voleurs de l'Ancien Régime qui, avant de quitter le pays, pillent les réserves du Trésor public, 424 millions de dollars, tout ce qu'avait Cuba. Bien entendu, lorsque le gouvernement de Manuel Urrutia demande le rapatriement des criminels de guerre, l'administration Eisenhower refuse. Lorsqu'il demande la dévolution des sommes dérobées au Trésor public, même refus. Et rapidement, Washington va exercer des pressions sur le nouveau gouvernement révolutionnaire, notamment lorsque, en mai 1959, une réforme agraire a lieu, qui ne concerne pas uniquement les propriétés états-uniennes, mais les propriétés de toutes les entreprises étrangères. Les États-Unis s'opposent résolument à la réforme agraire et exigent une compensation. Je le rappelle, la réforme agraire consistait à exproprier et nationaliser
les propriétés étrangères avec indemnisation. Il ne s'agissait pas d'une confiscation, comme cela a eu lieu en Union soviétique en 1917. Hein? Il s'agissait d'une nationalisation, avec une indemnisation. Bien entendu, les Cubains ont proposé une indemnisation en se basant sur les déclarations fiscales des entreprises étrangères. Le problème, c'est que ces entreprises étrangères, pour évader le fisc, déclaraient une valeur qui ne correspondait pas à la réalité. Si les avoirs valaient 100, les entreprises, pour payer moins d'impôts, déclaraient 15. Bien entendu, le gouvernement révolutionnaire, à l'heure de nationaliser les propriétés, a proposé une compensation de 15. Protestation aux États-Unis qui exige une compensation rapide, immédiate et effective. Rapide, ça voulait dire immédiatement. Alors, on sait qu'on ne compense pas immédiatement une nationalisation, hein, c'est sur la durée. Effective, ça voulait dire en dollars. Et juste, c'était le troisième terme, hein, juste, ça voulait dire au prix que nous décidons nous. Or, le droit international public stipule que c'est l'État nationalisateur qui décide des conditions d'indemnisation. Mais ce n'était qu'un prétexte en réalité, hein, pour exprimer une hostilité. Avant d'imposer des sanctions économiques en 1960, les États-Unis vont tout faire pour que Cuba se rapproche de l'Union soviétique. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'administration Eisenhower souhaitait que la Havane se rapproche de Moscou. Lorsque, après avoir subi les premières attaques terroristes dès les premiers mois de 1959 en provenance de Floride, les Cubains se tournent vers Washington pour leur demander d'honorer un contrat militaire signé sous Batista, Washington s'y refuse. Donc, pour acquérir des armes à sa défense, les Cubains se tournent vers l'Europe occidentale, la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Italie. Les États-Unis exercent des pressions sur tous ces pays en leur demandant de refuser les demandes cubaines. La France du général de Gaulle refuse de vendre des armes à Cuba, prétextant des tensions entre Cuba et la République dominicaine du dictateur Trujillo. Il y avait quelques tensions entre les deux pays. Or, quelques mois avant de refuser la vente d'armes pour les Cubains, le gouvernement de Gaulle avait accepté de livrer des armes au régime de Trujillo. En d'autres termes, entre Trujillo et la révolution cubaine, le régime de Gaulle avait manifestement ses préférences. Un petit pays, la Belgique, les petits sont en général les plus courageux, décide de ne pas céder aux pressions états-uniennes et de livrer des armes à Cuba. Lorsque le bateau, la Coubre, bateau français qui transportait les armes belges, arrive le 3 mars 1960 dans le port de la Havane, il explose dans des conditions mystérieuses et fait une centaine de victimes. Pour paraphraser l'ancien ambassadeur des États-Unis à Cuba, Wayne Smith, ça ne sert à rien de dire que ce n'était pas les États-Unis, personne ne nous croirait. Donc, Cuba finit par se tourner vers l'Union soviétique pour acquérir des armes. Je cite les propos d'Allen Dulles d'avril 1960. Au fil du temps, Cuba se rapprochera de Moscou et cela sera un développement favorable pour nous. Pour quelle raison les États-Unis souhaitaient que Cuba se rapproche de Moscou? Pour avoir un prétexte pour imposer des sanctions extrêmement sévères à Cuba.
Et c'est ce qui va arriver en juillet 1960, lorsque l'administration Eisenhower décide de supprimer la quote-part sucrière. Il faut rappeler qu'en 1960, les États-Unis constituent le principal marché de Cuba, que ce soit pour les importations ou pour les exportations. Du jour au lendemain, Cuba perd son principal marché. Au même moment, l'Union soviétique propose de racheter tout le sucre cubain, ce que la Havane accepte bien volontiers. Il est intéressant de voir que la rhétorique diplomatique utilisée par les États-Unis pour justifier l'état de siège qui va s'imposer à l'île va fluctuer au fil du temps. Lorsqu'Eisenhower impose ses premières mesures de rétorsion économique, il explique que c'est en raison du processus de nationalisation et d'expropriation qui n'avait pas été dûment indemnisé. Lorsque, quelques années plus tard, en 1962, l'administration Kennedy démocrate, on va voir qu'il y a très peu de différence dans la politique cubaine des États-Unis, que ce soit les démocrates ou les républicains, il y a une constante. Je dirais même plus, qu'hormis l'administration Carter et celle d'Obama II, les démocrates ont en général été plus sévères avec Cuba que les républicains. Lorsque Kennedy impose des sanctions économiques totales, il brandit un argument, l'alliance avec l'Union soviétique. Dans les années 70 et 80, nouvelle évolution de la rhétorique diplomatique. Il ne s'agissait plus des expropriations, ni de l'alliance avec l'Union soviétique, qui était une réalité de fait, mais du soutien qu'apportait Cuba au mouvement indépendantiste et de libération et révolutionnaire, de libération nationale en Amérique latine et en Afrique, notamment en Angola. En 1989, chute du mur de Berlin. En 1991, disparition de l'Union soviétique. Que font les États-Unis? Si l'on suit la logique de leur rhétorique, ils auraient dû normaliser les relations avec Cuba. Qu'ont-ils fait? Ils ont procédé à une recrudescence des sanctions économiques en adoptant en 1992 la loi Torricelli. Quelle est la situation de Cuba en 1992? En 1991, elle a perdu son principal partenaire commercial, l'Union soviétique. 85% du commerce cubain a disparu. Le PIB cubain a chuté de 27 points. Économie totalement paralysée. La diète cubaine a été, consommation calorique journalière des Cubains a été divisée par 2. Il n'y a plus rien à Cuba. Cuba doit développer à nouveau son commerce avec le reste du monde. Cuba est une île, donc par définition tributaire du commerce maritime. Que stipule la loi Torricelli? Elle stipule que tout bateau étranger qui entrerait à Cuba se verrait interdire pendant 6 mois l'entrée dans un port états-unien. Quelle est la conséquence pour Cuba, qui doit trouver de nouveaux partenaires commerciaux, de nouvelles voies d'approvisionnement? Eh bien, lorsque Cuba va solliciter la France, un armateur français pour transporter de la marchandise, si le prix classique est de 100, avec la loi Torricelli qui est toujours en vigueur aujourd'hui, le prix va être multiplié par 2, 3, 4. Et l'armateur va expliquer qu'il n'a pas de différend avec Cuba, mais que, étant donné que dans la région de la Caraïbe, son principal marché, c'est la Floride, et que s'il transporte de la marchandise, son bateau va être bloqué pendant 6 mois par le premier marché mondial, il faut bien une compensation. Donc le but de la loi Torricelli, qui est une aberration juridique puisqu'elle est extraterritoriale, elle s'applique à tous les pays au monde, il est un principe basique du droit international public, une loi nationale ne peut pas avoir de portée extraterritoriale. La loi suisse ne peut pas s'appliquer en France. La loi belge ne peut pas s'appliquer au Luxembourg. Or, la loi Torricelli s'applique à tous les pays au monde. Ça, c'est le président Bush père qui adopte cette loi. Puis arrive quelques années plus tard le démocrate Clinton, le libéral Clinton, le progressiste, j'ose dire, Clinton. Que fait Clinton? Il adopte la loi Helms-Burton, qui est une double aberration juridique,
puisque cette législation est à la fois extraterritoriale comme la Torricelli, mais cette fois-ci elle est rétroactive. C'est-à-dire qu'elle s'applique pour des faits survenus avant l'adoption de la loi. Que stipule la loi Helms-Burton? Elle sanctionne les investisseurs étrangers, les entreprises étrangères qui investiraient à Cuba sur des propriétés ayant été états-uniennes, ayant été nationalisées dans les années 60. Or, encore une fois, il existe un principe fondamental du droit international public. Une loi ne peut pas être rétroactive sauf si elle bénéficie aux parties, aux différentes parties. Si demain le gouvernement suisse décide d'augmenter rétroactivement tous les salaires de 15% au 1er janvier 2025, il peut le faire puisqu'elle bénéficie aux parties. C'est un exemple. Il ne va pas vous augmenter, hein, je vous le dis d'avance. En revanche, le gouvernement suisse ne peut pas, en adoptant une loi aujourd'hui, diminuer les salaires de façon rétroactive au 1er janvier 2025. Il pourra le faire à partir du moment où la loi paraît au journal officiel. Donc, loi Helms-Burton, dont l'objectif est de dissuader les investisseurs étrangers d'investir à Cuba, qui a tant besoin de nouveaux investissements, notamment dans le secteur touristique. Vous imaginez l'investisseur français qui souhaiterait construire un hôtel dans la Caraïbe, il hésite entre la République dominicaine et Cuba. Avec la loi Helms-Burton, son choix va vite se porter sur la République dominicaine. Au moins, il ne risque pas d'être poursuivi devant les tribunaux états-uniens. Donc voilà la réalité des sanctions économiques. Ensuite, quelques années plus tard, Bush arrive au pouvoir, le fils cette fois-ci, et il décide d'appliquer de nouvelles sanctions. En 2004, il crée une commission qui s'appelle la Commission d'assistance à une Cuba libre, et cette commission impose de nouvelles sanctions, procède à une recrudescence des mesures coercitives, et l'une des mesures emblématiques a été les sanctions imposées à la communauté cubaine des États-Unis. De 2004 à 2009, les Cubains des États-Unis ne pouvaient se rendre dans leur pays d'origine que 2 semaines tous les 3 ans, dans le meilleur des cas, à condition d'obtenir une autorisation du département du Trésor. Et pour obtenir cette autorisation du département du Trésor, et se rendre donc 2 semaines tous les 3 ans à Cuba, il fallait démontrer que l'on avait un membre direct de la famille à Cuba. Mais les États-Unis, l'administration Bush avait donné une définition restrictive de la famille. Ne faisaient partie de la famille que les grands-parents, les parents, les frères et sœurs, les couples mariés et les enfants. Donc le Cubain de Miami qui n'avait qu'une tante à La Havane ne pouvait plus jamais se rendre dans son pays d'origine. De la même manière, on limitait les transferts d'argent familiaux, les remesas, à $100 par mois. Un Mexicain installé aux États-Unis peut envoyer jusqu'à $1000 par mois s'il le souhaite. Il n'y a pas de limite de montant. Bush avait décidé de restreindre ces montants à $100 par mois pour les Cubains. Pour quelle raison? Divisant ainsi les familles. Pour quelle raison Bush avait-il adopté ces mesures? Tout d'abord économique. Comme vous le savez, les remesas constituent aujourd'hui la deuxième source de revenus du pays. La première source, c'est la coopération médicale. La deuxième source, ce sont les remesas, les transferts d'argent de la communauté cubaine installée à l'étranger, principalement aux États-Unis. Et la troisième source, c'est le tourisme. Pour quelle raison l'administration Bush limitait-il les voyages? Bien pour une raison politique. Vous savez qu'aux États-Unis, tous les Cubains sont considérés comme étant des exilés politiques, ayant fui un régime. Or, avant mai 2004, date d'entrée en vigueur de ces sanctions, la minorité des États-Unis qui se rendait le plus souvent dans son pays d'origine, bien plus que les Mexicains par exemple, ou les Salvadoriens, étaient les Cubains. Il y avait une contradiction entre le statut accordé aux Cubains des États-Unis, réfugiés politiques, exilés politiques, et la réalité de leur déplacement.
il se rendait à Cuba 2 à 3 fois par an. On imagine mal un exilé politique chilien, sous la dictature de Pinochet, se rendre 2 à 3 fois par an au Chili pour y passer des vacances. On imagine mal un exilé politique argentin, sous la dictature des généraux, passer chaque année les fêtes de Noël dans son pays natal. Les Cubains, cependant, se rendaient plusieurs fois par an dans leur pays d'origine, ce qui illustre une réalité qui est la suivante, c'est que l'immense majorité de la communauté cubaine des États-Unis est composée d'émigrés économiques qui aspirent à entretenir des relations normales et apaisées avec leur pays d'origine, en particulier parce qu'ils y ont de la famille. Donc c'est la raison pour laquelle Bush a imposé ces mesures restrictives. Ensuite, Obama arrive au pouvoir. Alors je distinguerai 2 périodes. Obama 1 jusqu'en 2014 et Obama 2 à partir de 2014, c'est-à-dire premier mandat plus les 2 premières années du second mandat et ensuite les 2 dernières années du mandat. Obama a adopté quelques mesures positives en éliminant par exemple dès 2009 les restrictions imposées aux familles cubaines. De la même manière, il va éliminer les limites pour les remessas. En revanche, Obama 1 va être l'administration qui va sanctionner le plus sévèrement les entreprises étrangères ayant des relations avec Cuba, bien plus que Bush et ses prédécesseurs. Par exemple, Obama va infliger une amende de 7,9 milliards de dollars à BNP Paribas pour avoir réalisé entre autres des transactions en dollars avec Cuba. Le Crédit Agricole va être sanctionné de la même manière d'une amende de 686 millions de dollars pour les mêmes raisons. Ces 2 entités bancaires n'ont violé ni le droit français, ni le droit européen, ni le droit international. Elles ont réalisé des transactions en dollars avec Cuba. Ensuite, il y a Obama 2. Obama 2 qui se rend compte que, en définitive, la politique des États-Unis vis-à-vis de Cuba est un échec, que loin d'isoler le pays, elle a isolé les États-Unis sur le continent latino-américain et qu'elle est dénoncée, y compris par les plus fidèles alliés de Washington sur le continent. Il découvre cela en 2013 au sommet des Amériques, en Colombie, lorsque le président colombien Juan Manuel Santos, fidèle allié des États-Unis, déclare qu'il ne pourra pas y avoir de prochain sommet des Amériques, en 2015 donc, sans la présence de Cuba. Et donc Obama opère un changement tactique. En 2014, il décide d'accepter de normaliser les relations avec Cuba, puisque, je le rappelle, les États-Unis ont toujours refusé, jusqu'à présent, de normaliser les relations. Ce sont eux qui sont à l'initiative de la rupture des relations diplomatiques le 3 janvier 1960, par Eisenhower. Les Cubains ont toujours exprimé leur volonté d'entretenir des relations normales, civilisées avec les États-Unis, à condition que 3 principes fondamentaux soient respectés. 1. L'égalité souveraine entre les États, c'est-à-dire que lorsque Washington s'adresse à la Havane, c'est un discours d'égal à égal, pas de discours asymétrique, pas de discours de maître à esclave ou de décideur à subordonné, et cela en accord avec le droit international depuis le congrès de Westphalie de 1648 qui reconnaît l'égalité souveraine entre tous les États, quelle que soit leur taille démographique, géographique ou leur puissance économique. Obama donc procède à un changement tactique, c'est-à-dire que son objectif reste le même, mettre un terme au processus révolutionnaire cubain et reprendre un peu le contrôle sur les destinées, mais étant donné que la voie coercitive n'a pas fonctionné, il opte pour une approche plus souple. Il se dit qu'une multiplication des échanges, des liens, une pénétration économique des États-Unis, l'influence des États-Unis
permettra d'obtenir de façon plus souple, de réaliser de façon plus souple les objectifs états-uniens. Et c'est la raison pour laquelle il accepte de rétablir les relations diplomatiques. Il se rend à Cuba en 2016, il rouvre l'ambassade, etc. De mon point de vue, c'était une erreur de perspective. Je crois que Obama se berçait d'illusions. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'il n'y a aucun Cubain qui ignore quelle est la réalité des États-Unis. Tous les Cubains savent que d'un point de vue matériel, on vit mieux aux États-Unis. Il n'y a pas un Cubain qui ne sache pas cela. En revanche, tous les citoyens des États-Unis, ou l'immense majorité des citoyens des États-Unis, pensent que Cuba est l'antichambre de l'enfer, ou l'enfer de Dante, si vous préférez. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le gouvernement des États-Unis refuse d'autoriser ses citoyens à réaliser du tourisme ordinaire à Cuba. Donc, la bataille idéologique, je ne suis pas sûr qu'elle aurait été remportée par les États-Unis. Au contraire, la plupart des touristes états-uniens, des citoyens des États-Unis qui se rendent à Cuba en demandant un visa culturel, scientifique, académique, etc., découvrent souvent une réalité bien différente de celle qui leur est dépeinte par les médias et découvrent surtout la réalité cruelle et l'impact significatif des sanctions économiques sur la population cubaine et ses catégories les plus vulnérables, et en général rentrent aux États-Unis en étant de farouches détracteurs de la politique de leur gouvernement. Essayons d'être le plus juste possible avec le président Obama. Obama a fait bien plus que n'importe lequel de ses prédécesseurs en faveur de la recherche d'un modus vivendi avec Cuba. En revanche, il a fait bien moins que ce que ne lui permettaient ses facultés en tant que chef du pouvoir exécutif. Je m'explique. Obama a lancé un appel au Congrès en lui demandant de lever les sanctions économiques. Et là, j'ai envie de dire qu'il m'est difficile de ne pas taxer cet appel au Congrès d'hypocrite. Pour quelle raison? Eh bien, le président des États-Unis dispose de toutes les prérogatives nécessaires pour démanteler 90% du réseau de sanctions. Il existe seulement 4 aspects que le président des États-Unis ne peut pas toucher sans l'accord du Congrès. Et vous allez voir que ce sont des aspects subalternes, marginaux dirais-je. Le premier, c'est que le président des États-Unis ne peut pas autoriser le tourisme ordinaire à Cuba. Il faut l'accord du Congrès. En revanche, le président des États-Unis peut ouvrir des visas spécifiques. Visa culturel, visa académique, visa scientifique, visa humanitaire, pour permettre aux citoyens des États-Unis de se rendre à Cuba. Dans le visa culturel, il peut très bien dire que tout citoyen des États-Unis qui se rend à Cuba pour visiter un musée, vous êtes d'accord pour dire que visiter un musée, ça rentre dans la perspective culturelle, peut solliciter un visa culturel. En adoptant une telle mesure, il contourne de facto l'obstacle du Congrès et permettrait en réalité le tourisme ordinaire. De la même manière, autre point, le président des États-Unis ne peut pas permettre aux filiales des entreprises américaines installées à l'étranger de commercer directement avec Cuba. Pour être clair, Cuba, une entreprise Ford installée au Panama ou au Mexique ne peut pas vendre ses voitures Ford à Cuba. En revanche, le président des États-Unis peut permettre le commerce direct entre les États-Unis et Cuba. Donc vous imaginez bien que si Cuba peut acheter ses Ford chez le concessionnaire à Miami, elle n'a pas besoin de se tourner vers le Mexique ou vers le Panama. Troisième obstacle, pour lequel il faut l'accord du Congrès, le président des États-Unis ne peut pas permettre les investissements états-uniens à Cuba sur les propriétés ayant été nationalisées dans les années 60, ayant appartenu à des entreprises états-uniennes. En revanche, le président Obama pouvait
permettre les investissements états-uniens à Cuba sur les terres n'ayant pas appartenu aux entreprises états-uniennes. Alors certes, les investissements étaient conséquents dans les années 60, mais les Américains ne possédaient pas toute l'île. Dernier point, le président des États-Unis ne peut pas autoriser Cuba à acheter des matières premières alimentaires aux États-Unis à crédit. Cuba doit payer comptant. En revanche, le président des États-Unis peut permettre aux Cubains d'acheter directement aux États-Unis et à crédit toutes les autres matières premières non alimentaires. Donc on voit en réalité qu'il s'agissait davantage de rhétorique que de déclarations sincères. Ensuite, arrive l'administration Trump qui procède à un revirement à 180 degrés de la politique d'Obama. Il annule l'intégralité des mesures positives adoptées par son prédécesseur, impose des sanctions, de nouvelles sanctions. Durant son mandat de 4 ans, le président Trump a imposé un total de 243 sanctions, c'est-à-dire une nouvelle sanction tous les 5 jours pendant 4 ans, en ciblant principalement les secteurs stratégiques de Cuba. Il s'en est pris à la première source de revenus, la coopération médicale, en exerçant des pressions sur les pays qui avaient des accords et des partenariats avec l'île. Il s'en est pris ensuite aux remessas, en limitant, il a décidé d'innover par rapport à Bush. Bush, c'était $100 maximum par mois. Trump a décidé d'être imaginatif, il a décidé que ça serait $300 par trimestre. Je vous laisse faire le calcul. Donc, un impact direct sur l'économie et le bien-être des Cubains, et de la même manière, il s'en est pris au secteur touristique en annulant toutes les possibilités de voyages culturels, académiques, etc. de la communauté états-unienne, de ses propres concitoyens, etc. Pendant la période du Covid, l'administration Trump a imposé 50 nouvelles sanctions. Cuba s'est retrouvé dans une situation où elle ne pouvait plus acquérir des importateurs parce qu'ils contenaient des composants états-uniens. Il faut savoir que Cuba ne peut rien exporter aux États-Unis, ne peut rien importer des États-Unis et ne peut rien importer de l'étranger à partir du moment où les produits manufacturés contiennent plus de 10% de composants états-uniens. Si demain Cuba souhaite renouveler sa flotte aéronautique, elle ne peut pas acheter d'avions Boeing, c'est une entreprise états-unienne, mais elle ne peut pas acheter non plus d'avions Airbus puisque tous les avions Airbus contiennent plus de 10% de composants états-uniens. Les sanctions économiques constituent le principal obstacle au développement du pays. Trump termine son mandat, décide de remettre Cuba sur la liste des pays soutenant le terrorisme international. Du jour au lendemain, près d'une centaine d'entités bancaires décident de rompre leurs liens avec Cuba par crainte de représailles. On n'a pas idée. Pour vous donner une idée du sérieux de la liste, Nelson Mandela a intégré cette liste états-unienne des membres ou des organisations soutenant le terrorisme international, jusqu'en 2008. Pendant tout son mandat en tant que président d'Afrique du Sud, Nelson Mandela se trouvait dans la liste des pays, liste états-unienne des pays ou des organisations ou des membres soutenant le terrorisme international. Biden arrive au pouvoir. Pendant 4 ans, il n'a strictement rien fait. Il aurait pu, je vais essayer d'être juste avec lui. L'avant-dernier jour de son mandat, il décide de supprimer Cuba de la liste des pays terroristes. Le deuxième jour du mandat de Trump, il décide de réinstaller Cuba dans la liste des pays terroristes. Donc voilà la réalité du conflit asymétrique et unilatéral qui oppose les États-Unis
à Cuba et qui a un impact dramatique sur le bien-être des Cubains. La principale violation des droits de l'homme qu'il y a aujourd'hui à Cuba, ce sont les sanctions économiques qu'imposent les États-Unis. Pour vous donner une idée, les sanctions économiques coûtent 10 000 $ chaque minute à Cuba. 15 millions de dollars par jour. 5 milliards par an. Donc la crise actuelle énergétique à laquelle Cuba est confrontée est directement liée aux sanctions économiques. Cuba ne dispose pas de ressources, des ressources nécessaires pour pouvoir renouveler ses centrales thermoélectriques vieillissantes. Voilà, il n'y a aucun secteur, aucune catégorie de la population qui échappe à cet état de siège économique. Pour quelle raison, et je conclurai là-dessus pour vous laisser la parole, pour quelle raison les États-Unis persistent à imposer cet état de siège? Tout simplement parce qu'ils sont dans l'incapacité à reconnaître la réalité d'une incapacité psychologique, dirais-je, de reconnaître la réalité d'une Cuba souveraine et indépendante. Et c'est pour ça qu'il y a une haine, une obsession féroce des différentes administrations états-uniennes vis-à-vis de Cuba. Fidel Castro l'avait résumé en quelques mots en 1960 et il disait, vous savez pourquoi cet acharnement des États-Unis contre nous? Les États-Unis nous haïssent avec la même haine que ressent le maître pour l'esclave qui a osé briser ses chaînes. Et en 1959, les Cubains ont osé dire non aux États-Unis et les États-Unis sont habitués à ce qu'on leur dise yes et n'acceptent pas le refus. N'acceptent pas qu'une petite nation du tiers-monde qui se trouve de surcroît dans la sphère d'influence états-unienne décide de prendre en main son propre destin et de tracer un sillon qui est différent de celui que préconise le capitalisme d'entreprise privée défendu principalement par les États-Unis. Je vais m'arrêter là et je vais vous laisser la parole. Merci à vous. J'ai scrupuleusement respecté les 40 minutes allouées par Lucas, qui m'a menacé de couper le micro si jamais je dépassais ce temps. Je ne dénonce pas, j'informe. Bonjour. Bonjour madame. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il vient de se réunir à Diaz-Canel avec les principaux dirigeants du nouveau multilatéralisme à Moscou. Ils ont décidé de faire des affaires en rouble. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? C'est pas rien parce qu'il y a la Chine, il y a Venezuela, il y a des grandes puissances qui se réunissent à ce moment à Moscou. C'est un pas positif, mais j'ai envie de dire, si je veux être un peu critique, Cuba aujourd'hui c'est 9 millions d'habitants. 9 millions d'habitants, pour un pays aussi riche que la Chine, c'est l'équivalent d'une ville moyenne. La Chine est un pays riche. La Chine apporte un soutien économique et politique à Cuba, mais qui est, de mon point de vue, insuffisant. La Chine devrait aider davantage Cuba. Cuba, par exemple, est en train d'essayer de trouver des alternatives avec l'installation de centrales de panneaux solaires pour résoudre le problème énergétique. Et il y a un plan, un programme pour atteindre une production d'énergie solaire équivalent à 30% d'ici 2028 des besoins nationaux. Moi, je souhaiterais qu'un pays aussi riche que la Chine
investissent massivement, accordent un prêt conséquent à taux zéro sur 50 ans à Cuba pour que Cuba puisse résoudre ce problème énergétique rapidement dans les prochains mois. On connaît tous les capacités extraordinaires qu'a la Chine pour construire des infrastructures à travers le monde. Hein. La Chine a des liens, des partenariats avec plus de 150 pays. Ils sont très efficaces, ils accordent les prêts les plus intéressants et offrent les conditions les plus intéressantes. Donc, c'est bien, mais un pays comme la Chine, un pays de l'envergure de la Chine, un pays ami de Cuba comme l'a toujours été la Chine populaire, de mon point de vue, devrait soutenir davantage les Cubains. Les Cubains sont confrontés à une situation extrêmement difficile. Extrêmement difficile et Cuba qui a toujours exprimé sa solidarité avec le reste du monde. Cuba qui a été le premier pays d'Amérique latine à reconnaître la Chine populaire. Cuba mérite un soutien économique plus conséquent de la part d'un grand pays comme la Chine. Je crois que un grand pays comme la Chine devrait aider un pays comme Cuba. Et malheureusement, vu le contexte géopolitique, les problèmes cubains ne vont pas se résoudre immédiatement, sans un soutien conséquent des pays des BRICS qui en ont les moyens. Pour reprendre les propos de l'ancien ministre des Affaires étrangères argentin, Rafael Bielsa, les BRICS sont pour l'instant davantage une bonne idée qu'une structure capable d'apporter une alternative réelle. J'aimerais que la Banque des BRICS accorde les financements nécessaires dont Cuba a besoin, de façon vitale aujourd'hui, à des prêts à taux zéro sur une durée très longue. Cuba a besoin de l'aide maintenant. C'est pour ça que je paraphrase Rafael Bielsa, l'éminent Rafael Bielsa, c'est davantage une bonne idée pour l'instant qu'une réalité tangible et concrète. J'espère que ça deviendra demain une réalité tangible et concrète. J'espère avoir bien répondu. Madame ? Est-ce que vous ne pensez pas que ça serait quand même une meilleure idée que les BRICS interviennent? Parce que si la Chine intervient massivement à Cuba, ça sera très 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 mal pris par les États-Unis. Et là, les États-Unis risquent de réagir, non seulement réagir encore plus contre Cuba, mais réagir contre la Chine, parce que la Chine... Enfin, Cuba, moi j'ai l'impression qu'il a été victime d'esclavagisme de la part des USA. Il ne faudrait pas qu'il soit victime d'esclavagisme par la Chine, qui dans un premier temps, si elle est seule, elle va l'aider, mais pourrait en profiter d'une façon pas tout à fait correcte, alors que si c'est les BRICS, c'est quand même une union c'est pas seulement un pays, ça aurait beaucoup plus de poids. Alors permettez-moi, madame, de vous apporter la contradiction pour vous dire la chose suivante. Cuba a brisé les chaînes de l'esclavagisme colonial au XIXe siècle et a brisé les chaînes de l'impérialisme en 1959. Soumettre Cuba à l'esclavage, c'est très difficile. C'est très très difficile. Les États-Unis n'y sont pas parvenus. Et j'ai envie de dire, pour être juste avec la Chine, ce n'est pas l'aspiration de la Chine de soumettre les peuples en esclavage, puisque les Chinois ne proposent des partenariats économiques, je le disais il y a un instant,
la Chine a des partenariats économiques avec 150 pays dans le monde. Ils offrent les meilleures conditions financières et des contrats défiant toute concurrence sans exiger absolument aucune contrepartie d'ordre politique. Ce n'est pas comme le Fonds monétaire international qui, quand il octroie un prêt, demande à ce que l'on démantèle l'État-providence, qu'on privatise les secteurs stratégiques de l'économie, qu'on supprime les conquis sociaux, etc. La Chine ne se mêle pas de politique. Donc, elle l'a démontré, c'est la raison pour laquelle il y a ces partenariats avec l'immense majorité de la communauté internationale. La Chine est un allié solide de Cuba, un allié politique et économique. De mon point de vue, comme il faut toujours être exigeant avec les grands pays et les grands peuples, et la Chine est un grand pays et un grand peuple, qui a réalisé une grande révolution, la Chine devrait soutenir davantage Cuba. La Chine devrait apporter à Cuba le soutien qu'elle mérite. Ça, c'est mon point de vue. Je n'ai absolument aucune inquiétude au sujet. Les Cubains n'acceptent jamais l'esclavage. Vous imaginez s'ils se sont battus contre le colonialisme espagnol à coups de machette, ils ne vont pas accepter aujourd'hui la soumission, comme les Cubains n'ont jamais été un satellite de l'Union soviétique. Ça, c'est un mythe qui perdure. La preuve en est la politique africaine de Cuba. L'Union soviétique était résolument opposée à l'intervention de Cuba en Angola lorsque le régime suprémaciste de Pretoria a envahi ce pays pour imposer un changement de régime. Fidel Castro a mis l'Union soviétique devant le fait accompli. Il n'a jamais demandé la permission à l'Union soviétique pour intervenir. Puis en général, les Cubains ne demandent pas la permission. Ils ne demandent pas la permission à un tiers pour faire quelque chose qu'ils estiment qui relève d'une relation bilatérale avec un pays tiers. Les Cubains sont très sensibles à la question de la souveraineté nationale. Et ils sont très sensibles à cette question-là parce que leur indépendance a été dure à conquérir. Cuba a vécu la plus longue guerre d'indépendance de l'histoire de l'Amérique latine, 30 ans de lutte. Cuba a vécu le néocolonialisme des États-Unis, réel ou de fait, de droit ou de fait, jusqu'en 1959. La conquête véritable de l'indépendance s'est faite le 1er janvier 1959, lorsque l'armée révolutionnaire, la guérilla révolutionnaire, s'est emparée du pouvoir et a décidé de dire non aux États-Unis. Donc je ne le crois pas, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La Chine n'impose pas une volonté de changement politique. Ça n'intéresse pas les Chinois. Les Chinois, ce qu'ils veulent, c'est le commerce, avec un partenariat qui est gagnant-gagnant. Et c'est ce que démontre la réalité des relations économiques de Pékin avec le reste du monde aujourd'hui. Mais bon, excusez-moi, mais j'insiste quand même un tout petit peu. Je suis d'accord avec vous au niveau de gagnant-gagnant dans les rapports économiques, tout ça. Mais lorsqu'on se situe au niveau du peuple, lorsqu'on voit, par exemple, certaines entreprises en Afrique, les conditions de travail dans les usines implantées en Afrique par les Chinois, c'est quelque peu effrayant. Alors, c'est là que je parlais d'esclavagisme, hein, c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme-là, parce qu'en regardant dans certains pays africains ce qui se passe, moi je me dis, mais les pauvres, ils ont voulu se libérer de la colonisation, hein, mais ce qu'ils sont en train de vivre, c'est l'horreur. C'est l'horreur, mais c'est des gens qui ont faim, c'est des gens qui étaient dans des situations
économique personnel. Moi, je ne me situe pas au niveau des transactions bancaires, de ce qu'on va développer, de la ville qu'on va construire, etc., et de tous les investisseurs-là. Je me situe au niveau de celui qui travaille, et c'est pour ça que je disais, c'est peut-être, j'espère en tout cas que Cuba ne vivra pas ce que vivent certaines régions d'Afrique où la Chine a eu la mainmise, a acheté des immenses domaines agricoles pour développer l'agriculture, et lorsqu'on voit les conditions de vie des Africains, des Africaines dans ces plantations, excusez-moi, mais il n'y a pas beaucoup de différence avec ce que nous on a appris sur la condition de l'esclavagisme en Afrique. C'est pour ça que je suis venu en avant avec cet argument-là, et pour qu'il y ait, parce qu'au niveau de l'humain, je sais, alors je me trompe peut-être, au niveau de justement de ces gens-là, on a vu aussi avec les jeux là, mondiaux, on ne fait pas beaucoup cas du simple ouvrier agricole, du simple ouvrier dans une usine, du simple petit marchand, voilà. Il y a un intérêt qui est autre, et puis moi je pense aux gens, je pense au peuple, voilà. Et je pense au peuple cubain, et c'est pour ça que j'ai posé ma question absolument ignorante de comment fonctionne vraiment l'économie, tout ça. Et je me disais, mais est-ce qu'il ne serait pas mieux que ce soit les BRICS qui interviennent? Parce qu'au moins, la Chine n'est pas toute seule. Elle peut être modérée, peut-être qu'il y a des gens qui vont y penser un peu plus à ce peuple qui fait toujours les frais quelque part de toute révolution avant la Chine. Je vous trouve, alors je ne suis pas spécialiste de la Chine, mais je vous trouve très sévère avec la Chine. Mais je suis sévère par je me les permets de... documentaires que j'ai pu voir, par les enquêtes qui ont été faites. Alors vous savez, si je me fie, madame, si je me fie aux documentaires que je vois sur Cuba à la télévision, je vous garantis que ils sont loin de correspondre à la réalité. Quand on allume la télévision et qu'on voit... Alors quand je vois comment les médias, d'où, pardonnez-moi la propagande personnelle, d'où mon livre, les médias face au défi de l'impartialité, quand je vois comment les médias traitent d'une réalité, le gouffre qui sépare la représentation médiatique d'un pays que je pense connaître et la réalité de ce que vit cette population, je me méfie beaucoup dès lors que je vois un documentaire sur certains pays. Puis c'est souvent les mêmes. C'est la Chine, c'est la Russie, c'est le Venezuela, etc. Pour ce qui concerne Cuba, je rappelle que les investissements étrangers à Cuba se font dans le cadre de joint venture, où l'État est propriétaire de 51%, de très rares exceptions près, de l'entreprise. Et à Cuba, c'est le code du travail cubain qui prévaut. Voilà la réponse que je peux vous apporter. Il faut dire que l'Afrique n'a pas connu l'indépendance, l'ensemble de l'Afrique. Il n'y a pas de pays indépendant, proprement dit. Mais non. Regardez ce qu'il dit le président par intérim, comme il s'appelle lui-même, Ibrahim Traoré. Il n'y a pas ni de démocratie, ni d'indépendance. Jamais, oui. Jamais. Il y a eu la colonisation, encore aujourd'hui. La France, Monsieur. tout ce monde, quoi. C'est une question complètement différente. J'arrive pas à rationaliser, à comprendre. Vous avez expliqué un petit peu, mais la relation, pourquoi est-ce que les États-Unis, au travers de différents gouvernements, que ce soit républicains ou démocrates, pourquoi est-ce qu'ils maintiennent
position qui est complètement aberrante. Enfin, Ouais. j'arrive pas à y donner un sens. Alors il y a un sens. Les États-Unis Vous avez fait une tentative d'explication, mais je ne sais pas. qui vous a pas convaincu. Je vais essayer d'être, je vais essayer d'être plus clair. Je me dis quand même. Les États-Unis sont très rationnels dans leur politique vis-à-vis de Cuba. Cuba représente le danger du bon exemple. J'essaie de vous donner de faire une analogie. Imaginez ici, à Lausanne, le parrain de la mafia locale, Michel Fleury, Enchanté. Ça ne pas, mais qui depuis des décennies raquette tous les commerces, y compris Coop, Pathé, etc., chaque mois, tous payent rubis sur l'ongle la somme que demande le parrain Michel. Puis il y a un petit boulanger qui vient s'installer, un seul salarié, c'est le patron lui-même, et lorsque Michel envoie ses sbires pour réclamer la somme mensuelle, ce boulanger dit non, je ne paierai pas. Vous imaginez bien que le parrain Michel ne va pas laisser ce boulanger tranquille, parce que c'est la menace du bon exemple. Si un petit boulanger, et le pire, c'est que ce boulanger a son commerce à 3 pas du quartier général de la Pègre où est situé Michel. Si ce petit boulanger qui se trouve sur le pas de ma porte refuse de payer, mais c'est un mauvais exemple pour tous les autres commerces. Parce que Pathé, quand il va découvrir, je dis Pathé parce que je le vois en face là, quand il va voir que le petit boulanger refuse de payer, il va dire mais c'est dangereux pour mon hégémonie. Et c'est pareil pour Cuba. Cuba, rendez-vous compte, situé, petit pays, 110 000 km², 6 millions d'habitants à l'époque, 150 km de la Floride, pays colonisé jusqu'en 1898, dernier pays d'Amérique latine à obtenir formellement son indépendance, néocolonie jusqu'en 1959, pays monoproducteur, il n'y a que du sucre à Cuba, mono-exportateur, un seul marché, les États-Unis, décide de dire non, mais c'est un danger extrêmement sérieux, décide de dire les ressources naturelles de mon pays sont pour mon peuple, pas pour les multinationales états-uniennes. Une réforme agraire de la radicalité de celle de mai 59, vous imaginez le danger que ça représente si demain le Mexique ou le Brésil décident de faire la même chose. Ça serait un danger moindre si il ne s'agissait pas de Cuba, de la révolution cubaine, mais de la révolution brésilienne. Parce que déjà, le Brésil est plus éloigné, et puis c'est un mastodonte économique, démographique, géographique. Qu'un petit menace de défier l'hégémonie états-unienne sur le continent, c'est extrêmement dangereux. Et c'est la raison pour laquelle il faut en faire un exemple et sanctionner de la façon la plus sévère pour que les autres comprennent ce qu'il en coûte de défier l'impérialisme. Voilà l'explication. Et j'espère vous avoir convaincu. Avant de conclure, moi j'ai une dernière question pour toi et je pense que ça fera une bonne conclusion. Ça va dans le sens de ce que vient de dire Michel. Cuba, c'est un exemple et du coup, est-ce que toi tu peux nous donner, pour toi, selon ta connaissance, ta grande connaissance du sujet, les 3 plus grands acquis de la révolution cubaine et qui perdurent encore aujourd'hui et qui donnent aussi la motivation au peuple cubain de se battre et de défendre ses acquis. Alors moi je dirais que le principal, pour ne pas en citer 3, je vais citer le premier d'abord et avant tout, c'est la souveraineté nationale. La révolution cubaine a permis enfin au peuple cubain de conquérir sa pleine et entière souveraineté, sa pleine et entière indépendance. Et c'est la principale conquête à mes yeux de
du processus émancipateur qui a culminé le 1er janvier 1959. Ensuite, il y a d'autres conquis. La politique sociale, je dirais, de Cuba, qui peuvent être synthétisées en ce qu'a représenté la figure de Fidel Castro. La politique sociale, universaliser l'accès à la santé, à l'éducation, à la culture, au sport, aux loisirs, ce sont des conquis fondamentaux de la révolution cubaine. Voir un petit pays aux ressources aussi limitées atteindre un indice de développement humain similaire à celui des pays les plus développés, une espérance de vie similaire à celle des nations les plus avancées, un taux de mortalité infantile le plus bas du continent américain, plus bas que le Canada et les États-Unis, malgré un état de siège qui dure depuis 1960, c'est une prouesse qu'il convient de reconnaître à sa juste valeur. Et je dirais, pour respecter la question de Lucas, la troisième conquête de la révolution cubaine, c'est l'internationalisme de Cuba, l'internationalisme solidaire, c'est-à-dire le soutien concret aux peuples en lutte pour leur émancipation. En définitive, si l'on devait caractériser la figure de Fidel Castro, on y retrouve ces 3 points. Je dis toujours que Fidel Castro, c'est l'architecte, tout d'abord l'architecte de la souveraineté nationale. C'est celui qui a réalisé l'aspiration de José Martí d'une patrie libre et indépendante. Ensuite, c'est le réformateur social. C'est celui qui a permis aux Cubains de bénéficier de conquêtes sociales inimaginables pour un pays du tiers-monde aux ressources aussi limitées. Et enfin, c'est l'internationaliste solidaire qui a toujours apporté son concours aux causes nobles de l'émancipation humaine à travers la planète. Bravo.